Roman Atkinson était assis dans son bureau à domicile. La lueur de 3 moniteurs illuminait son visage buriné. À 42 ans, il portait en lui l'intensité contrôlée de ses 15 années dans le renseignement militaire. Des yeux vifs qui ne manquaient rien, une posture qui ne se relâchait jamais complètement. Son cabinet de conseil en sécurité l'avait mis à l'aise, mais le succès avait un prix qu'il commençait seulement à comprendre. La maison était trop silencieuse. Christie la remplissait autrefois de musique, de rire, de l'odeur de ses tentatives terribles mais attachantes de nouvelles recettes. Maintenant, le silence dominait chaque pièce comme un invité importun. « Tu travailles encore tard ?» La voix de Christie a traversé ses pensées. Elle se tenait à la porte, 38 ans et toujours frappante, ses cheveux auburn tirés en arrière d'une manière qui semblait conçue pour créer de la distance. « Présentation client demain », a répondu Roman, sans quitter des yeux l'analyse de sécurité financière sur son écran. Le contrat Méridian. Bien sûr. Son ton avait un tranchant capable de faire couler le sang. Il y a toujours quelque chose, n'est-ce pas? Roman l'a enfin regardé. Vraiment regardé. La chaleur qui l'avait attiré vers elle 12 ans plus tôt avait été remplacée par quelque chose de froid, de calculé. Il avait remarqué les textos tard le soir, le nouveau parfum cher, l'abonnement à la salle de sport qu'elle utilisait maintenant après des années à le laisser prendre la poussière. Il n'était pas stupide. Sa formation lui avait appris à reconnaître les schémas, à faire confiance à ses instincts. Mais certaines vérités étaient plus faciles à ignorer qu'à affronter. J'essaie de construire quelque chose ici, Christie. Pour nous. Elle a ri, un son cassant qui a résonné dans l'espace entre eux. Pour nous, c'est ça? Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Je reste chez ma sœur ce week-end. J'ai besoin d'espace. Roman la regardait partir, la mâchoire se crispant. Elle s'éloignait depuis 6 mois, chaque excuse plus transparente que la précédente. Mais il avait été patient, espérant que quelle que soit cette phase, elle passerait. Cette patience s'épuisait. Après son départ, Roman a fait quelque chose qu'il avait évité. Il a ouvert le logiciel de suivi de son ordinateur portable, le même programme qu'il utilisait pour les évaluations de sécurité de ses clients. 3 clics plus tard, il regardait l'historique de localisation du téléphone de Christie. Le Grand View Hotel, les mardis soirs, les jeudis après-midi, toujours le même endroit, le même schéma depuis 4 mois. Roman s'est adossé, sa discipline militaire étant la seule chose qui maintenait ses mains stables. Il avait affronté des insurgés à Kandahar, navigué dans des champs de mines politiques et des opérations classifiées qui ne pouvaient jamais voir le jour. Mais cette trahison personnelle le blessait plus profondément que n'importe quel tir ennemi. Il avait besoin de plus d'informations. Roman a consulté les registres de propriété du Grand View. La suite Pentouz appartenait à McCarthy Développement. Il a reconnu le nom, Jonathan McCarthy, un promoteur immobilier qui avait fait la une des journaux pour ses projets de luxe et ses tactiques commerciales impitoyables. Roman l'avait rencontré une fois à un gala de charité auquel Christie avait insisté pour qu'ils assistent. McCarthy était tout ce que Roman n'était pas, doux, charmant, riche de manières ostentatoires qui attiraient l'attention. Il avait serré la main de Roman avec une poigne qui ressemblait à un défi, ses yeux s'attardant sur Christie un instant de trop. Amateur, a marmonné Roman, commençant sa plongée en profondeur. En 1 heure, il avait le profil complet de McCarthy. 45 ans, divorcé 2 fois, plusieurs procès d'anciens partenaires commerciaux, des rumeurs de tactiques d'intimidation qui n'étaient jamais tout à fait parvenues au tribunal. Un prédateur dans un costume cher. Le téléphone de Roman a vibré. Eugène Wade, son voisin, un détective à la retraite qui avait emménagé il y a 3 ans et était devenu un ami inattendu. « Tu es là ? J'ai besoin de te parler. » Important. « Viens », a tapé Roman en retour. Eugène est arrivé 10 minutes plus tard, sa carrure de seconde ligne remplissant l'embrasure de la porte. À 60 ans, il portait encore la vigilance de ses jours de flic. Des yeux qui en avaient trop vu et n'oubliaient rien. « Une bière », a proposé Roman. Ce n'est pas une conversation pour une bière. Le visage d'Eugène était sombre. J'ai besoin que tu écoutes attentivement et que tu n'interrompes pas. Tu peux faire ça? Quelque chose dans le ton d'Eugène a déclenché les anciens instincts de combat de Roman. Parle. Il y a un type qui surveille ta maison. Mercedes noire, vitres teintées, garée 2 rues plus loin. J'ai fait vérifier les plaques par des amis encore dans la police, enregistrées au nom d'une société écran qui remonte à McCarthy Développement.
L'expression de Roman n'a pas changé, mais son esprit s'emballait déjà. Il y a plus, a continué Eugène. Il y a 3 jours, j'ai vu quelqu'un vérifier ton compteur de gaz. La compagnie de gaz dit qu'elle n'a aucune trace d'un appel de service à cette adresse. Le gars avait l'uniforme, le presse-papier, tout. Mais il est resté 20 minutes, Roman. 20 minutes pour une vérification de compteur. Tu penses à McCarthy? Je pense que le petit ami de ta femme prépare quelque chose et je pense que tu dois prendre ça au sérieux. Eugène a sorti son téléphone, montrant des photos à Roman. J'ai tout documenté. Appelle ça de la paranoïa de flic, mais quelque chose ne va pas. Roman a étudié les images, le véhicule de surveillance, le faux employé des services publics, les horodatages montrant un schéma d'observation qui lui a glacé le sang. Ce n'était pas juste une liaison. C'était autre chose. Depuis combien de temps sais-tu pour Christy? Eugène a grimacé. 1 mois environ. Je l'ai vu partir avec lui un soir quand tu étais à Seattle pour cette conférence. Je suis désolé, mon frère. Roman a hoché lentement la tête. Ne le sois pas. Tu viens peut-être de me sauver la vie. Roman a passé la journée suivante à fonctionner sur 2 niveaux. Un calme de surface, tandis que son esprit calculait les probabilités et les menaces. Il est allé à son bureau, a fait sa présentation client pour le contrat Méridian, a souri et a serré des mains comme si son monde ne s'effondrait pas. Mais à chaque moment libre, il creusait plus profondément sur Jonathan McCarthy. Ce qu'il a trouvé lui a glacé le sang. La deuxième femme de McCarthy, Dolores McCarthy, était décédée il y a 4 ans dans ce qui a été classé comme une chute accidentelle dans les escaliers de leur maison de vacances. Un timing pratique. Elle avait demandé le divorce 2 semaines plus tôt. L'assurance vie a rapporté 3 millions de dollars. Sa première femme, Catherine McCarthy, avait quitté l'État et vivait sous son nom de jeune fille, Wiggins. Roman l'a retrouvée grâce à un contact d'enquêteur privé, et l'appel téléphonique de 30 minutes l'a laissé secouer. C'est un monstre, avait murmuré Catherine, sa voix portant encore la peur des années après leur divorce. Charmant au début, mais le masque tombe. Il m'a menacé, ma famille. J'avais la preuve qu'il sabotait l'entreprise de mon père pour me forcer à rester, mais mon avocat a dit que nous n'y arriverions jamais. J'ai pris l'arrangement et je me suis enfui. Est-ce qu'il a déjà menacé votre vie? La pause au bout du fil était une réponse suffisante. Je dors avec une arme sous mon oreiller, monsieur Atkinson. Même maintenant, même avec 3 États entre nous. C'est le genre d'homme qu'est Jonathan McCarthy. Roman l'a remercié et a mis fin à l'appel, sa formation prenant le dessus pour réprimer la rage qui montait dans sa poitrine. Il avait déjà eu affaire à des cibles, des combattants ennemis, des fonctionnaires corrompus, des hommes qui avaient vendu leur pays pour de l'argent. Mais c'était personnel d'une manière qui rendait les choses à la fois plus difficiles et plus faciles. McCarthy ne couchait pas seulement avec sa femme. Il prévoyait d'éliminer Roman. La question était, pourquoi passer par une planification aussi élaborée? Puis ça a fait tilt. Christy avait un fonds en fiducie substantiel de son défunt père, mais les conditions étaient en béton. Si elle divorçait, elle perdait 75%. Mais si Roman mourait alors qu'ils étaient encore mariés, elle héritait de tout, y compris de son assurance vie et de ses parts dans l'entreprise. Roman valait plus mort que divorcé. Ce soir-là, il a travaillé dans son bureau à domicile, semblant absorbé par les protocoles de sécurité tout en examinant la surveillance de la propriété qu'Eugène avait fournie. Chaque angle de sa maison, chaque point d'entrée cartographié et analysé. Vers 21h, son téléphone a vibré avec un texto de Christy. Je reste une nuit de plus chez Jennifer. Ne m'attends pas, Jennifer Faulkner était la sœur de Christy, et Roman avait déjà confirmé par un appel rapide que Christy n'y était pas et n'y avait pas été de tout le week-end. Les mensonges devenaient de plus en plus bâclés. Ou peut-être qu'elle s'en fichait tout simplement. Roman était sur le point de répondre quand son système de sécurité a sonné. Mouvement détecté à la clôture arrière. Il a affiché le flux de la caméra et n'a rien vu, mais son instinct a hurlé, avertissement. Puis le texto d'Eugène est arrivé. En majuscule. Roman, par maintenant. Fais-moi confiance. Roman s'est mis en mouvement. Pure formation. A attrapé son sac d'urgence dans le placard du bureau, vieilles habitudes de ses jours de renseignement, son ordinateur portable, et s'est dirigé vers la porte. Alors qu'il atteignait la poignée, Eugène était déjà là, le visage pâle. Pas de question.
On marche maintenant. Eugène. Maintenant. Quelque chose dans la voix d'Eugène, la présence autoritaire d'un homme qui avait convaincu des gens de ne pas sauter et de sortir de situations d'otage, a fait obéir Roman. Ils ont marché, la main d'Eugène ferme sur le bras de Roman, le guidant sur le trottoir à un rythme qui semblait décontracté mais qui couvrait rapidement du terrain. Ne regarde pas en arrière, a dit Eugène doucement. 3 pâtés de maison, puis on pourra parler. Roman a compté les pas, son esprit parcourant des scénarios. Fuite de gaz, invasion de domicile. Qu'est-ce que Eugène avait vu qui avait déclenché cette évacuation? Ils étaient à 2 pâtés de maison et demi quand Roman l'a entendu. Les premières sirènes, lointaines mais se rapprochant rapidement. Son instinct était de se retourner, de rebrousser chemin, mais la prise d'Eugène s'est resserrée. Continue de marcher. À 3 pâtés de maison, Eugène s'est finalement arrêté. Maintenant, tu peux regarder. Roman s'est retourné et le souffle lui a manqué. Sa maison était entourée de véhicules d'urgence, de camions de pompiers, de voitures de police et d'une ambulance. La porte d'entrée était ouverte, et même de cette distance, il pouvait voir le chaos organisé des premiers intervenants entrant et sortant. Ses genoux ont fléchi et Eugène l'a rattrapé, le faisant s'asseoir doucement sur la pelouse de quelqu'un. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La mâchoire d'Eugène était serrée. J'étais dans mon atelier, j'ai vu quelqu'un approcher de ta maison. Le même gars que sur les photos de l'employé des services publics. Il est passé par derrière. Il est resté peut-être 5 minutes, puis il est parti et j'ai senti l'odeur. Du gaz. Fort. J'ai appelé le 911 immédiatement, puis j'ai couru te chercher. Monoxyde de carbone. Gaz naturel. Tes conduites ont été trafiquées. Si tu étais resté dans cette maison 1 heure de plus. Eugène n'a pas terminé la phrase. Il n'en avait pas besoin. Roman a regardé l'intervention d'urgence, son esprit passant à l'état analytique froid qu'il avait maintenu en vie dans les zones de guerre. Ce n'était pas un accident. C'était une tentative de meurtre déguisée en une tragique fuite de gaz. La veuve éplorée aurait perçu des millions, consolée par son amant riche, et personne ne se serait posé de questions. Sauf que Eugène surveillait. Le détective Mel Patton s'est approché d'eux, bloc-notes à la main. Roman le connaissait des événements communautaires. Un flic honnête qui préférerait être à la pêche. Monsieur Atkinson, vous avez de la chance d'être en vie. L'appel de votre voisin vous a sauvé. Nous avons trouvé des preuves de sabotage de votre conduite de gaz. Quelqu'un a délibérément créé une fuite. Preuve? La voix de Roman était stable, contrôlée. La vanne d'arrêt a été partiellement ouverte après avoir été endommagée. Ce n'était pas de l'usure. Nous traitons cela comme une tentative de meurtre. Roman a hoché lentement la tête, les regardant photographier sa maison, traiter sa vie comme une scène de crime. Détective, je pense que je peux vous aider dans votre enquête. La salle d'interrogatoire du poste de police était délibérément inconfortable. Chaise dure, lumière fluorescente, une légère odeur de café brûlé et de rêves brisés. Roman était assis en face du détective Patton et de son partenaire, le détective Raoul Snow, un flic plus jeune aux yeux vifs et à la réputation de clore des affaires. Racontez-nous votre mariage, monsieur Atkinson, a dit Snow, son stylo prêt sur son bloc-notes. Roman avait passé la nuit chez Eugène, utilisant ses heures pour organiser ses preuves, sa chronologie, son dossier contre McCarthy. Maintenant, il l'exposait avec la précision d'un briefing militaire. Ma femme, Christy, a une liaison avec Jonathan McCarthy depuis environ 4 mois. J'ai des données de localisation, des reçus de cartes de crédit et des témoignages. Il a glissé un dossier sur la table, des impressions de tout ce qu'il avait compilé. Les sourcils de Patton se sont levés en parcourant la documentation. Vous avez été occupé. J'étais dans le renseignement militaire pendant 15 ans. Vieilles habitudes. Roman s'est penché en avant. Mais ce n'est pas juste une liaison. McCarthy a un schéma. Sa deuxième femme est morte dans des circonstances suspectes il y a 4 ans, juste après avoir demandé le divorce. Sa première femme vit cachée, ayant toujours peur de lui. Et maintenant, quelqu'un essaie de me tuer alors que ma femme est commodément hors de la ville. Snow a échangé un regard avec Patton. C'est une accusation sérieuse. Vérifiez les relevés téléphoniques de McCarthy. Vérifiez l'identité du faux employé des services publics. Je parie que vous trouverez des liens.
Roman a sorti un autre document. J'ai aussi le nom de la société écran qui possède le véhicule de surveillance qui surveillait ma maison. Il remonte à McCarthy Développement. Patton prenait des notes maintenant. Son attitude détendue avait été remplacée par la concentration d'un flic qui venait de sentir une piste. Nous aurons besoin de vos données téléphoniques, du téléphone de votre femme, de toutes les preuves que vous avez déjà compilées. Roman a glissé un autre dossier. J'ai également inclus les coordonnées de Catherine Wiggins, la première femme de McCarthy. Elle vous parlera, mais elle a peur. Vous devrez garantir sa protection. Pendant les 2 heures suivantes, Roman leur a tout expliqué. La chronologie de la liaison de Christie, le passé de McCarthy, la surveillance documentée par Eugène, le schéma de comportement qui pointait vers un meurtre prémédité. Voici ce que je pense qu'il s'est passé, a dit Roman, montrant des photos sur son téléphone. McCarthy a séduit ma femme. Il l'a déjà fait. Trouve des femmes mariées avec de l'argent, les isole de leur mari, leur fait croire à une vie de rêve ensemble. Mais Christie a un fonds en fiducie avec des pénalités de divorce. Elle vaut plus pour lui si je suis mort. Alors il planifie votre meurtre, le déguise en accident, a dit Snow, suivant la logique. Elle perçoit l'assurance et l'héritage, et finalement ils finissent ensemble. Personne ne remet en question la veuve éplorée qui trouve du réconfort dans une nouvelle relation des mois plus tard. Exactement. La voix de Roman était glaciale. Sauf que Gene Wade était attentif. Patton s'est adossé à sa chaise. Nous allons faire venir McCarthy pour interrogatoire, et nous devrons parler à votre femme. Elle ne sait pas, a dit Roman doucement. Pour la tentative de meurtre. Elle pense probablement qu'elle rend visite à son amant pendant que je travaille tard, ignorant que ce soir était censé être ma dernière nuit en vie. Vous semblez remarquablement calme à ce sujet, a observé Snow. Roman a croisé son regard. Détective, des talibans m'ont tiré dessus. J'ai survécu à des explosions de I et j'ai interrogé des criminels de guerre. La trahison de ma femme fait mal, mais j'ai appris à séparer l'émotion de l'action. En ce moment, j'ai besoin de rester en vie et de m'assurer que les personnes qui ont essayé de me tuer soient traduites en justice. Nous mettrons une protection sur vous, a dit Patton. McCarthy pourrait réessayer. Je peux me débrouiller, mais j'apprécie l'offre. Roman s'est levé. Une dernière chose. Ne dévoilez pas votre jeu tout de suite. Si McCarthy sait que vous êtes sur lui, il prendra un avocat et vous n'obtiendrez rien. Donnez-moi 48 heures. Pourquoi faire? Le faire avouer. Snow a ri. Mais son rire s'est éteint en voyant l'expression de Roman. Vous êtes sérieux? Je ne demande pas la permission, détective. Je vous dis ce qui va se passer. McCarthy est arrogant. Les hommes comme lui le sont toujours. Il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Que son argent et ses relations le rendent intouchable. Mais il n'a jamais eu affaire à quelqu'un comme moi. Patton s'est levé aussi. Ses instincts de flic se battaient avec son côté pratique. Monsieur Atkinson, je ne peux pas cautionner le vigilantisme civil. Je ne parle pas de vigilantisme. Je parle de vous donner des preuves qui le mettront en prison à vie. Roman s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. 48 heures. Ensuite, vous pourrez tout avoir. Lui, ma femme, toute la conspiration. Mais j'ai besoin de faire ça à ma façon. Après le départ de Roman, Snow a regardé son partenaire. On devrait l'arrêter. Patton est resté silencieux un long moment, étudiant les dossiers que Roman avait laissés. L'homme vient d'apprendre que sa femme a essayé de le faire tuer. Il a gagné le droit à quelques réponses. De plus, il n'a pas tort. McCarthy prendra un avocat dès que nous l'approcherons officiellement. Si Atkinson peut nous obtenir des aveux. C'est un jeu dangereux. Ouais, le sourire de Patton était sinistre. Mais j'ai le sentiment que Roman Atkinson sait comment jouer au jeu dangereux. Roman a passé les premières 24 heures après la fuite de gaz à devenir un fantôme dans sa propre vie. Il avait appris il y a longtemps que la meilleure façon de chasser était de faire croire à sa cible qu'elle avait gagné. Depuis une suite à l'hôtel Riverside, payé en espèces, enregistré sous un pseudonyme, il a coordonné avec Eugène et a rassemblé son équipe. Pas des flics, pas des canaux officiels. Des gens de son ancienne vie, ceux qui comprenaient que parfois la justice exigeait d'opérer dans l'ombre. Curtis Frank est arrivé le premier, un homme de 50 ans à la poitrine large,
avec des tatouages qui racontaient des histoires et des cicatrices qui en racontaient plus. Ils avaient servi ensemble en Afghanistan, où Curtis avait été l'expert en communication de l'équipe. Maintenant, il dirigeait une agence d'enquête privée spécialisée dans les cas que les flics ne pouvaient pas toucher. « Mon frère, tu as une sale gueule », a dit Curtis, serrant Roman dans une brève et féroce étreinte. « Je me sens encore plus mal. J'ai besoin de ton aide. Dis-moi. » Roman a exposé la situation avec une efficacité militaire. La liaison, la tentative de meurtre, le passé de McCarthy, le calendrier serré dans lequel il travaillait. Curtis a sifflé bas. « Tu parles de faire tomber un millionnaire avec des relations. Ce n'est pas un projet de week-end. J'ai des preuves. J'ai besoin de moyens de pression. » Roman a affiché les dossiers financiers de McCarthy sur son ordinateur portable, des documents que les gens de Curtis avaient acquis par des méthodes que Roman a choisi de ne pas examiner de trop près. Il est endetté jusqu'au cou. Le pantouse, les voitures, le style de vie, tout est construit sur le crédit et l'image. Il a 3 grands projets sur le point de couler, et il a truqué les livres pour garder les investisseurs heureux. Donc, il a désespérément besoin d'argent, a médité Curtis. D'où le fonds en fiducie de ta femme. Exactement. Mais il y a plus. Roman a cliqué sur un autre fichier. McCarthy a un partenaire silencieux dans ses développements, Nathaniel Roy, un usurier avec des liens avec le crime organisé. Roy a financé les projets de McCarthy quand les banques ne le voulaient pas, mais les conditions sont brutales. McCarthy lui doit 4 millions de dollars dans 6 semaines. Curtis s'est adossé, la compréhension se faisant jour. Si McCarthy ne paie pas, les gens de Roy ne sont pas connus pour leur patience. McCarthy a besoin de l'argent de Christie pour survivre, ce qui signifie qu'il a besoin que je sois mort. La voix de Roman était plate, sans émotion. Mais que se passerait-il si on faisait croire à McCarthy qu'il a une autre option? Je t'écoute. Pendant l'heure suivante, Roman a exposé son plan. C'était risqué, légalement discutable, et nécessitait un timing parfait, mais ça marcherait. Ça devait marcher. Curtis a finalement hoché la tête. Tu auras besoin de quelqu'un à l'intérieur. Quelqu'un en qui McCarthy a confiance. Déjà prévu. Roman a montré une photo d'une femme dans la trentaine. Portrait professionnel. Yeux bienveillants. Angela Barra. C'est une agente immobilière que McCarthy utilise pour ses propriétés de luxe. Je l'ai approchée hier avec des informations intéressantes sur son patron. Elle est prête à aider. Disons simplement que les chèques de commission d'Angela ont rebondi et que McCarthy lui doit 80 000 $ d'honoraires impayés. Elle est motivée. Le deuxième membre de l'équipe de Roman est arrivé ce soir-là. Wastil, un spécialiste de la technologie qui avait travaillé avec Roman sur des opérations classifiées qui n'avaient officiellement jamais eu lieu. Wa ressemblait à un professeur d'université, avec des lunettes à monture métallique et une veste froissée. Mais il pouvait pirater des systèmes qui n'existaient soi-disant pas. J'ai entendu dire que tu avais besoin de magie numérique, a dit Wa, installant son arsenal d'ordinateurs portables sur le bureau de la suite d'hôtel. J'ai besoin d'accéder aux communications de McCarthy. Tout. Appel, texto, email. Les doigts de Wa volaient déjà sur son clavier. C'est illégal, tu sais. La tentative de meurtre aussi. Juste remarque. Wa a travaillé en silence pendant 20 minutes, puis a souri. Je l'ai. McCarthy utilise le même mot de passe pour tout. Le nom de jeune fille de sa mère plus son année de naissance. Un vrai amateur. Roman a lu les messages interceptés, la mâchoire se crispant à chaque fois. Des textos entre McCarthy et Christie discutant de l'horaire de travail de Roman, de ses habitudes, du moment où il serait seul à la maison. Des messages à un contact enregistré uniquement sous le nom de M, planifiant la fuite de gaz, discutant du paiement, s'assurant que le sabotage ressemblerait à un accident. C'est suffisant pour une arrestation, a dit Curtis, lisant par-dessus l'épaule de Roman. Pas encore. La voix de Roman était froide. Je veux qu'il avoue. Je veux que Christie l'entende de sa propre bouche, et je veux que Nathaniel Roy sache exactement avec quel genre de partenaire il a fait des affaires. Wa a affiché un autre écran. En parlant de Roy, son organisation a reniflé les finances de McCarthy. Il y a des discussions sur leurs canaux de communication. Ils savent que McCarthy est en difficulté. Ils prévoient de le rencontrer demain soir au Velvet Room, ce club privé du centre-ville.
L'esprit de Roman s'est emballé. On peut y mettre de l'audio? Est-ce que je peux respirer? Wa a souri. Donne-moi 4 heures et j'aurai cet endroit mieux câblé que le Pentagone. Angela Barra est arrivée à minuit, nerveuse mais déterminée. Elle était petite, avec l'apparence soignée de quelqu'un qui s'était battu pour sa crédibilité professionnelle et n'allait pas laisser un escroc la détruire. J'ai tout documenté, a-t-elle dit à Roman, sortant ses propres dossiers. Faux rapport d'inspection, pot de vin à des fonctionnaires de la ville, propriété vendue avec des défauts cachés. McCarthy fait des arnaques depuis des années, mais il a toujours une longueur d'avance sur la loi. Plus maintenant. Roman lui a montré les communications interceptées. Demain soir, McCarthy rencontre Nathaniel Roy. Nous allons nous assurer que cette réunion ne se déroule pas comme prévu. Qu'est-ce que vous attendez de moi? J'ai besoin que tu organises une réunion avec McCarthy. Dis-lui que tu as un acheteur au comptant pour son développement de Riverside, celui qui est vide depuis 18 mois. Un acheteur prêt à payer au-dessus du marché. Conclusion en 2 semaines. Rends-le irrésistible. Les yeux d'Angela se sont écarquillés. Il n'y a pas d'acheteur. Il y en aura un. Il sera assis juste ici. Roman a fait un geste vers Curtis. Ancien cadre du pétrole, nouvel argent, mauvais goût, et désespéré de percer dans l'immobilier de luxe. La cible parfaite de McCarthy. Curtis a levé la main. Je m'oppose à la partie du mauvais goût de cette caractérisation. Malgré tout, Roman a senti le fantôme d'un sourire. Tu peux le faire, Angela? Elle a hoché lentement la tête. McCarthy est assez désespéré pour rencontrer n'importe qui en ce moment. Il sautera sur l'occasion. Bien. Organise ça pour demain après-midi, avant sa réunion avec Roy. Ça nous donne 12 heures pour nous préparer. Roman s'est tourné vers son équipe, ces gens qui avaient tout laissé tomber pour l'aider. Ce que nous faisons n'est pas strictement légal. Si quelqu'un veut se retirer, partez maintenant. Pas de jugement. Personne n'a bougé. Eugène a parlé depuis le coin où il avait observé tranquillement. Ce fils de pute a essayé de tuer mon voisin, mon ami. Je suis dedans jusqu'à la fin. Alors mettons-nous au travail, a dit Roman. McCarthy pense qu'il a gagné. Demain, nous allons lui montrer à quoi ressemble vraiment la défaite. Le lendemain s'est déroulé comme une partie d'échecs. Chaque pièce se glissant en position tandis que McCarthy restait inconscient au centre du plateau. Angela a passé l'appel à 9 heures du matin. Sa voix parfaitement calibrée entre enthousiasme et professionnalisme. Jonathan, j'ai quelqu'un que tu dois rencontrer. De l'argent du pétrole texan cherchant à se diversifier, et il est très intéressé par la propriété de Riverside. Roman a écouté la conversation grâce à l'équipement de Wa, regardant le calendrier de McCarthy se mettre à jour en temps réel alors que la réunion était fixée à 14 heures. À midi, Roman a passé son propre appel, à Christie. Roman? Sa voix portait de la surprise et autre chose. Culpabilité, peur. J'ai entendu parler de la maison. Tu vas bien? Je vais bien. Fuite de gaz. Apparemment, ils appellent ça un accident. Il a gardé un ton neutre, ne laissant rien paraître. Écoute, je sais que les choses ont été difficiles entre nous. Je pensais qu'on pourrait peut-être parler. Vraiment parler. Demain soir, 19 heures, ce restaurant italien que tu aimes. La pause s'est étirée. Elle était probablement en train d'envoyer un texto à McCarthy, lui demandant quoi faire. Ah. Oui. D'accord. Demain soir. Bien. À demain alors, Christie. Il a mis fin à l'appel, les mains stables malgré la colère qui brûlait dans sa poitrine. Wa a levé les yeux de ses écrans. Elle a mordu. Elle pense qu'elle a réussi. Demain soir, elle se présentera en s'attendant à avoir la conversation. Probablement répéter avec McCarthy comment elle demandera le divorce, jouera la victime, s'en ira sans rien alors que je ne suis au courant de rien sur la liaison. Mais demain soir n'arrive jamais, a dit Curtis, comprenant. Parce que ce soir, le monde de McCarthy s'effondre. À 14 heures, Curtis est entré dans le bureau pentouze de McCarthy Développement, vêtu d'un costume sur mesure, jouant le rôle d'Alan Jennings, un cadre du pétrole avec plus d'argent que de bon sens. Angela l'avait coaché sur les détails, et Curtis l'a vendu parfaitement. Roman a regardé à travers une caméra qu'Angela avait positionnée sur sa broche,
écoutant Curtis et McCarthy parler de chiffres, de marge bénéficiaire, du potentiel du développement de Riverside. McCarthy était doué. Roman devait le lui accorder. Charmant, confiant, peignant un tableau de retour sur investissement qui ferait saliver n'importe quel acheteur. Mais Roman pouvait voir le désespoir en dessous. La façon dont les yeux de McCarthy suivaient la montre chère de Curtis, le léger tremblement de sa main en discutant du délai de clôture. Il avait besoin de cette vente. En avait besoin pour payer Roy, pour survivre. Je demanderai à mes collaborateurs de rédiger les contrats préliminaires, a dit McCarthy, tendant la main. Nous pouvons conclure dans 10 jours si vous êtes prêts à agir. Curtis l'a serré, sa poigne ferme. Mes avocats vous contacteront. J'ai hâte de faire des affaires. Jonathan. Roman a changé de canal alors que Curtis quittait le bâtiment, surveillant maintenant les communications de McCarthy. En quelques minutes, McCarthy envoyait un texto à Christie. Grosse affaire en vue. On va s'en sortir, bébé. Fais-moi confiance. Puis un appel à Roy. Nathaniel, à propos de notre réunion de ce soir. J'aurai ton argent en avance. Paiement intégral plus intérêt. La réponse de Roy a été froide. On se voit à 20h. Ne sois pas en retard. Roman a vérifié sa montre. 6 heures avant la réunion au Velvet Room. 6 heures pour mettre en place les dernières pièces. Roy avait passé la matinée au Velvet Room, utilisant une fausse couverture d'inspection électrique pour placer des appareils audio dans la cabine privée de Roy. Maintenant, ils étaient assis dans la suite de l'hôtel, plusieurs écrans montrant différents angles de caméra, niveau audio, canaux de communication cryptés. C'est soit du génie, soit du suicide, a marmonné Roy, effectuant des vérifications du système. Parfois, c'est la même chose, a répondu Roman. À 18h, le détective Patton a appelé. Atkinson. Nous avons analysé les preuves que vous avez fournies. Le faux employé des services publics. Nous l'avons identifié grâce aux caméras de circulation. Il s'appelle Marco Derti, un associé connu d'eux. Vous allez adorer ça. Nathaniel Roy. Roman a senti les pièces s'emboîter. Roy et McCarthy ont utilisé le gars de Roy pour organiser mon meurtre. Ils sont partenaires dans plus que de l'immobilier. On dirait bien. Nous montons un dossier RICO, mais ça prend du temps. Vous prévoyez toujours votre miracle de 48 heures? 24 maintenant. Eh oui. Patton a soupiré. Essayez de ne pas mourir ni de tuer personne. Ça crée de la paperasse. À 19h30, l'équipe de Roman s'est mise en position. Eugène a pris une table au restaurant en face du Velvet Room. Un simple touriste avec un appareil photo qui aimait photographier des bâtiments intéressants. Curtis s'est positionné au bar à l'intérieur du Velvet Room, juste un autre client riche prenant un verre. Roman est resté dans la camionnette à l'extérieur avec Roy, entouré de moniteurs et d'équipements d'enregistrement. Voilà McCarthy, a dit Roy, suivant la berline de luxe qui s'arrêtait à l'entrée du club. Jonathan McCarthy est sorti, ressemblant en tout point au promoteur à succès dans son costume à $1000. Il se déplaçait avec la confiance d'un homme qui croyait avoir gagné, que ses problèmes étaient résolus, que l'argent de la fausse affaire de Curtis le sauverait. Il n'avait aucune idée qu'il marchait vers une exécution. Roy attendait déjà dans la cabine privée. Un homme qui avait bâti un empire sur la peur et les os brisés. À 65 ans, il était toujours dangereux. Des yeux froids, des mains qui avaient commis des violences, et la patience d'un prédateur. Jonathan, l'a salué Roy, sans chaleur dans la voix. Tu as dit que tu avais mon argent. L'affaire se conclut dans 10 jours, a dit McCarthy, s'installant dans la cabine. 4 millions plus tes 20% d'intérêt. Tu auras tout. L'expression de Roy n'a pas changé. J'ai déjà entendu ça. C'est différent. Vrai acheteur, vrai argent. J'ai juste besoin de. Tu as juste besoin de temps. Toujours du temps avec toi, Jonathan. Roy s'est penché en avant. Sais-tu ce qui arrive aux gens qui me font perdre mon temps? Roman a regardé la tension monter. A vu la confiance de McCarthy commencer à se fissurer. C'était le moment où un homme acculé révélait sa vraie nature. J'ai fait tout ce que tu as demandé, a dit McCarthy, la voix s'élevant. Le développement de Riverside, le projet du front de mer, tout financé par toi. Nous sommes partenaires. Partenaires? Le rire de Roy était laid.
Tu es un client en retard de paiement. C'est tout. Le visage de McCarthy a rougi. Je me suis débarrassé du problème. Le mari. Il est parti. L'argent de ce fonds en fiducie sera disponible dès que la succession sera réglée. Tu auras tout ce qui t'est dû. Le sang de Roman s'est glacé. Voilà. L'aveu, enregistré avec une clarté cristalline. Roy a froncé les sourcils. Quel mari? Le mari de ma copine. Il était sur le chemin. Alors, j'ai demandé à Marco de s'en occuper. Fuite de gaz. Propre et simple. Elle aura l'argent de l'assurance, le fonds en fiducie, et on partage tout. Tu as tué quelqu'un? La voix de Roy était d'un calme mortel. Je l'ai fait tuer. Il y a une différence. Roman a regardé l'expression de Roy passer de l'irritation au calcul froid. C'était le danger dans l'aveu de McCarthy. Roy était un criminel, mais il avait des règles. Le meurtre à but lucratif attirait les ennuis, l'attention, le genre d'examen qui détruisait les organisations. Tu as amené ça à ma porte, a dit Roy lentement. Tu as utilisé mon homme pour un meurtre. Notre homme. Et c'est réglé. Personne ne sait. Personne ne se doute de rien. Sauf que les flics enquêtent, a interrompu Roy. J'ai des gens qui me tiennent informé. Jonathan, ta petite fuite de gaz. La police appelle ça une tentative de meurtre. Le mari a survécu. Le visage de McCarthy est devenu blanc. C'est impossible. Marco a dit. Marco a dit ce que tu voulais entendre. Mais la cible est vivantée, pire encore, il parle, ce qui signifie que toute cette opération est compromise parce que tu n'as pas pu garder ta bite dans ton pantalon. Roman a fait un signe de tête à Wa. Envoie. Wa a appuyé sur un bouton et chaque écran du Velvet Room, les téléviseurs derrière le bar, les menus sur tablette, les moniteurs de sécurité, sont passés au même flux. Une compilation vidéo de McCarthy et Christie ensemble, horodatée et datée. McCarthy entrant dans la chambre d'hôtel de Christie. McCarthy et Christie lors de dîners romantiques. McCarthy discutant de l'affaire de Riverside, des faux rapports d'inspection, des pots de vin. Et enfin, les 60 dernières secondes. Les propres mots de McCarthy quelques instants plus tôt, avouant la tentative de meurtre. Le Velvet Room a éclaté dans le chaos. Les clients voyant les preuves, le personnel s'agitant, et Roy assis très immobile, fixant l'écran. Espèce d'enfant stupide et arrogant, a dit Roy doucement. Tu as tout détruit. McCarthy était debout, regardant autour de lui, affolé. C'est un coup monté. Quelqu'un me... La voix de Roman est sortie des haut-parleurs, calme et contrôlée. Bonjour, Jonathan. Le spectacle te plaît? Les yeux de McCarthy ont trouvé les caméras et pour la première fois, la peur a remplacé l'arrogance. Tu es mort, a sifflé McCarthy. Clairement pas. Mais ta carrière, ta liberté, ta vie telle que tu la connais, elles sont définitivement mortes. La voix de Roman était glaciale. Tu as essayé de me tuer pour de l'argent. Tu as séduit ma femme, planifié mon meurtre et tu as cru t'en être tiré. Mais tu as oublié quelque chose, Jonathan. Qu'est-ce que c'est? Je suis meilleur à ce jeu que toi. Les portes du Velvet Room se sont ouvertes en grand et le détective Patton est entré avec une douzaine d'officiers, mandat à la main. Jonathan McCarthy, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot en vue de commettre un meurtre et fraude. Nathaniel Roy, vous êtes en état d'arrestation pour racket, complot et environ 15 autres chefs d'accusation que nous aborderons au poste. Roman a tout regardé se dérouler sur les moniteurs. Le visage de McCarthy s'effondrant, l'acceptation froide de Roy, les menottes se refermant. Curtis s'est éclipsé dans la confusion, rejoignant Eugène à la camionnette. Beau travail, a dit Eugène, montant sur le siège passager. Pas encore fini, a répondu Roman. Il reste un arrêt à faire. Christy Atkinson était assise dans le restaurant italien, vérifiant sa montre pour la 3e fois. Roman avait 15 minutes de retard. Inhabituel pour un homme qui se targuait de sa ponctualité. Son téléphone a vibré avec un texto de Jonathan. Il faut qu'on parle. Urgent. Avant qu'elle puisse répondre, Roman s'est glissé sur le siège en face d'elle. Il avait l'air différent, plus dur en quelque sorte, ses yeux portant un poids qui la mettait mal à l'aise. Pendant un instant,
Christy a ressenti une étincelle de l'ancienne attraction, la force qui l'avait attirée vers lui avant que le mariage ne devienne une routine, avant que Jonathan ne la fasse se sentir jeune et désirée à nouveau. Désolé pour le retard, a dit Roman, sa voix neutre. J'avais des affaires à régler. Ce n'est pas grave, a tenté Christy avec un sourire. Je suis contente qu'on fasse ça. Je pense qu'on doit parler d'eux. De nous. De nous. Roman s'est adossé, l'étudiant de la manière dont il étudiait autrefois les rapports de mission. Tu as raison. On a besoin de parler de nous. De notre mariage, de ce qui va suivre. Christy avait répété cette conversation avec Jonathan une douzaine de fois. Le script était simple. Elle était malheureuse. Il s'était éloigné. Ce n'était la faute de personne. Elle voulait un divorce. Propre, à l'amiable, sans drame. Mais quelque chose dans les yeux de Roman a fait que les mots lui sont restés coincés dans la gorge. J'ai pensé à la nuit de la fuite de gaz, a continué Roman, son ton conversationnel. Étrange timing, tu ne trouves pas? Tu es par hasard hors de la ville. Je suis par hasard seul à la maison. Très pratique. Roman, qu'est-ce que tu... Où étais-tu cette nuit-là, Christy? Vraiment? Elle a senti son rythme cardiaque s'accélérer. Je te l'ai dit, chez Jennifer. Drôle. J'ai appelé Jennifer. Elle a dit que tu n'es pas resté chez elle depuis 6 mois. Roman a sorti son téléphone, le glissant sur la table. À l'écran, une photo de Christy entrant dans le penthouse du Grandview Hotel. Horodatage de la nuit de la tentative de meurtre. Le visage de Christy est devenu pâle. Tu me fais suivre? Non. Je suis marié à une femme qui me ment depuis 4 mois. Je confirme simplement ce que je savais déjà. La voix de Roman est restée stable, mais elle pouvait entendre le tranchant en dessous. Jonathan McCarthy, promoteur immobilier. Ton amant. Tu veux me parler de lui? Christy a regardé autour du restaurant, cherchant désespérément une échappatoire qui n'existait pas, ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment? Parce que je pense que tu es tombée amoureuse d'un escroc qui t'a séduite pour avoir accès à ton fonds en fiducie. Je pense qu'il t'a fait te sentir spécial. T'as fait des promesses d'une vie ensemble. T'as fait croire que j'étais le problème dans notre mariage. Roman s'est penché en avant. Et je pense qu'il t'a convaincu que la seule façon d'être heureuse était que je disparaisse définitivement. Non. Le mot est sorti comme un murmure. Non, ce n'est pas. Jonathan ne. Roman a joué une vidéo sur son téléphone. McCarthy au Velvet Room, avouant avoir demandé à Marco de s'occuper du « problème du mari ». Christy a regardé son amant décrire l'organisation du meurtre de Roman avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un qui commande un déjeuner. Elle a senti la pièce tourner, la nausée lui montant à la gorge. Oh mon Dieu! Il t'a utilisé, a dit Roman, sans méchanceté. Tu étais une cible, Christy, un moyen pour arriver à ses fins. Il avait besoin de ton argent pour payer ses dettes, et le moyen le plus simple de l'obtenir était de faire de toi une veuve. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Christy, son calme soigneusement entretenu se brisant. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas qu'il allait. Je n'ai jamais voulu que tu sois blessé. Mais tu voulais partir. Tu voulais le fantasme qu'il te vendait, le luxe, l'excitation, le sentiment d'être désiré. La voix de Roman était stable, des faits sans jugement. Tu allais demander le divorce ce soir, n'est-ce pas? Christy a hoché la tête, incapable de parler. Sauf que Jonathan ne voulait pas de divorce. Il ne pouvait pas attendre à cause des pénalités du fonds en fiducie. Ne pouvait pas se permettre les frais juridiques. Ne pouvait pas risquer que tu changes d'avis. Alors, il a décidé de me tuer et de faire passer ça pour un accident. Étais-tu vraiment si aveugle, Christy? Ou est-ce qu'une partie de toi le savait, et a simplement choisi de ne pas regarder? Je ne savais pas, a-t-elle répété. Mais les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. Toutes ces conversations avec Jonathan sur l'horaire de travail de Roman, ses habitudes quand il serait à la maison. Elle avait pensé qu'il se plaignait juste d'un conjoint absent. Mais maintenant, elle les voyait pour ce qu'ils étaient, de la reconnaissance pour un meurtre. Jonathan a été arrêté, a dit Roman, rangeant son téléphone. Tentative de meurtre, complot, fraude. Nathaniel Roy aussi. Apparemment, Jonathan était très impliqué dans le crime organisé.
La police a tout. Les communications, le paiement à Marco Derti pour la fuite de gaz, les aveux au Velvet Room. Les aveux? J'ai enregistré ces aveux ce soir. Je les ai diffusés pour que tout le monde les voie. Le sourire de Roman était froid. Il pensait avoir gagné jusqu'au moment où il a réalisé qu'il avait tout perdu. Christy pleurait ouvertement maintenant, le mascara coulant, l'image parfaite qu'elle avait entretenue s'effondrant en temps réel. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça dépend de la police. Tu seras interrogé sur ton implication, la liaison, les communications avec McCarthy, si tu étais au courant du complot de meurtre. Roman s'est levé, sortant son portefeuille et laissant de l'argent sur la table pour le vin non touché. Prends un bon avocat, Christy. Tu vas en avoir besoin. Roman, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Il l'a regardé un long moment. Cette femme qu'il avait aimée pendant 12 ans, qui avait partagé son lit et sa vie, qui avait tout gâché pour les mensonges d'un escroc. Je sais que tu le hais. Désolé de t'être fait prendre. Désolé que ton amant se soit avéré être un criminel. Désolé que le fantasme ait pris fin. Sa voix s'est légèrement adoucie. Mais je ne pense pas que tu sois désolé pour ce que tu nous as fait, pour la trahison, les mensonges, le fait que ton égoïsme a failli me faire tuer. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? Pour la première fois, la colère a percé le contrôle de Roman. J'ai survécu parce que mon voisin était attentif. Parce que Jane Wade a remarqué des choses que tu aurais dû remarquer. Que ton amant était un monstre. Que son plan était le meurtre. Que j'étais en danger. Où étais-tu, Christy? Où était la femme qui a promis de m'aimer et de me protéger? Elle n'avait pas de réponse. Roman s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Le fonds en fiducie a une clause sur l'activité criminelle. Tes avocats la trouveront. Si tu es reconnu coupable de complot ou de complicité de tentative de meurtre, tu perds tout. L'ironie est belle, vraiment. Jonathan a essayé de me tuer pour obtenir ton argent. Et son plan signifie que tu te retrouveras sans rien de toute façon. Et toi? A demandé Christy, sa voix faible. Qu'est-ce que tu vas faire? Roman l'a regardé, son expression indéchiffrable. Passer à autre chose. Construire une vie qui n'inclut pas les gens qui veulent ma mort. C'est une barre basse, mais apparemment nécessaire. Il est sorti du restaurant, laissant Christy seule avec ses larmes et les débris de ses choix. Dehors, Eugène attendait dans la voiture. Comment l'a-t-elle pris? À peu près comme on pouvait s'y attendre. Roman est monté sur le siège passager, sentant le poids de la journée s'installer sur ses épaules. Elle a prétendu qu'elle ne savait pas pour le complot de meurtre. Tu la crois? Roman est resté silencieux un moment, regardant le restaurant à travers le rétroviseur. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle dit la vérité. Peut-être qu'elle était tellement prise dans le fantasme qu'elle a délibérément ignoré les signes. Quoi qu'il en soit, elle a fait son choix. Et maintenant? Maintenant, on rentre à la maison. Ou ce qu'il en reste. Roman a réussi un sourire fatigué. Merci de m'avoir soutenu, Eugène. Toujours, mon frère. Toujours. 3 semaines après l'arrestation de McCarthy, Roman se tenait dans sa maison réparée. L'odeur de peinture fraîche et de nouvelles moquettes, un rappel brutal de la mort qu'il avait frôlé. La conduite de gaz avait été remplacée, les dégâts réparés, mais la maison semblait toujours vide. Christy avait déménagé, restant chez sa sœur pour de vrai cette fois, pendant que ses avocats tentaient de naviguer dans le champ de mine juridique qu'elle avait créé. La police l'avait interrogée pendant des heures, mais n'avait finalement pas pu prouver qu'elle était au courant du plan de meurtre de McCarthy. Les communications entre eux étaient accablantes, discutant de l'horaire de Roman, de ses habitudes, mais n'atteignaient pas le complot direct. Pourtant, les administrateurs du fonds en fiducie n'étaient pas aussi indulgents. Christy se battait contre eux au tribunal civil, mais les avocats de Roman étaient convaincus qu'elle perdrait. Les termes étaient clairs, toute activité criminelle, même par association, violait les conditions de l'héritage. Roman aurait dû se sentir vengé. Au lieu de cela, il se sentait surtout fatigué. Il examinait des dossiers pour son cabinet de sécurité lorsque le détective Patton a appelé. « Je pensais que tu voudrais savoir. La date du procès de McCarthy est fixée. Dans 6 mois. Le procureur demande la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et Roy,
Nathaniel Roy chante comme un canari. Il a dénoncé la moitié du réseau du crime organisé en échange d'une peine réduite. McCarthy va tomber lourdement. Tentative de meurtre, complot, fraude, racket. Les preuves que vous avez rassemblées ont scellé l'affaire. Roman a absorbé cette nouvelle avec une satisfaction sinistre. Et Marco Derti? Le gars qui a réellement trafiqué ma conduite de gaz. Il a plaidé coupable. Il témoigne contre McCarthy et Roy en échange de 15 ans au lieu de la perpétuité. Entre lui, les aveux de Roy et l'enregistrement du Velvet Room, nous avons un dossier en béton. Bien. Patton est resté silencieux un moment. Comment vas-tu, Roman? Vraiment. Je suis en vie. C'est plus que ce que McCarthy avait prévu pour moi. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Roman a regardé autour de sa maison vide, pensant à 12 ans de mariage, aux rêves qu'ils avaient construits et détruits. Je suis en train de digérer. Je prends les choses un jour à la fois. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Je sais où vous trouver, détective. Merci. Après la fin de l'appel, Roman en a passé un autre, à Angela Barra. Roman, je pensais justement à toi. Comment va la maison? De nouveau habitable. Et les affaires? Angela a ri, un son de soulagement sincère. En plein essor. En fait, il s'avère que dénoncer un promoteur corrompu vous rend très populaire auprès des clients qui apprécient l'honnêteté. J'ai eu 3 nouvelles annonces cette semaine, et les anciens clients de McCarthy viennent me voir pour être représentés. Content que quelque chose de bien soit sorti de ce gâchis. Plus que tu ne le penses. La ville enquête sur tous les développements de McCarthy. Ils ont trouvé des violations dans presque toutes les propriétés, pots de vin, fausses inspections, matériaux de qualité inférieure. Des centaines de propriétaires reçoivent une compensation. Angela a fait une pause. Tu as fait une bonne chose, Roman. Tu l'as arrêté avant que plus de gens ne soient blessés. Roman n'était pas sûr d'être d'accord. Ses motivations avaient été la vengeance, pas la justice. Mais il a accepté le sentiment. Reste en contact, Angela. Et si jamais tu entends parler de promoteurs suspects, tu sais qui appeler. Absolument. Cet après-midi-là, Curtis est passé avec Eugène, apportant de la nourriture chinoise et de la bière. Déjeuner d'intervention, a annoncé Curtis, déballant des récipients sur le comptoir de la cuisine de Roman. Tu es resté enfermé ici trop longtemps. Il est temps de rejoindre les vivants. Je vais bien. Tu survis, a corrigé Eugène. C'est différent. Quand as-tu quitté cette maison pour la dernière fois pour autre chose que le travail ou des interrogatoires de police? Roman ne s'en souvenait pas. Les jours s'étaient confondus. Reconstruire la maison, se préparer pour le procès de McCarthy, gérer son entreprise, éviter tout ce qui semblait personnel ou émotionnel. Tu vois, c'est de ça qu'on parle. Curtis lui a tendu une bière. Tu as fait tomber un tueur, tu as sauvé ta propre vie et tu as probablement empêché McCarthy de faire plus de mal. Ça vaut la peine de célébrer. Ma femme a essayé de me faire assassiner. Pardonne-moi si je ne suis pas d'humeur à faire la fête. Eugène s'est assis au comptoir. Christy a fait son choix. Elle a mal choisi. Mais tu ne peux pas laisser sa mauvaise décision définir le reste de ta vie. Je ne le fais pas, vraiment? Curtis a fait un geste vers la maison. Tu vis au même endroit où quelqu'un a essayé de te tuer. Entouré de rappels d'un mariage raté, t'isolant de tous ceux qui se soucient de toi. Ce n'est pas passer à autre chose, mon frère. C'est te punir. Roman a commencé à argumenter, puis s'est arrêté. Il n'avait pas tort. Il faisait les choses machinalement, réparant la maison, gérant les affaires, se préparant pour les procès, mais ne vivant pas vraiment. Je ne sais pas comment faire ça, a-t-il admis doucement. J'ai survécu au combat, enquêté sur des terroristes, mené des opérations en territoire hostile. Mais ça, une trahison personnelle de quelqu'un que j'aimais. Je n'ai pas de manuel pour ça. Personne n'en a dit Eugène doucement. Mais tu n'as pas à le découvrir seul. C'est à ça que servent les amis. Ils ont mangé dans un silence amical, et Roman a senti quelque chose se desserrer dans sa poitrine, une tension qu'il n'avait pas réalisé qu'il portait. Le contrat Méridian a été signé, a dit Roman finalement. Refonte de la sécurité pour tout leur campus d'entreprise. Projet de 6 mois, 7 chiffres. Curtis a levé sa bière. Tu vois,
de bonnes choses peuvent encore arriver. Je pensais à développer l'entreprise, peut-être à prendre des partenaires. Roman a regardé Curtis. Intéressé par la direction des enquêtes à plein temps? Ton cabinet pourrait fusionner avec le mien. Créer un service complet de sécurité et d'enquête. Les yeux de Curtis se sont écarquillés. Tu es sérieux? Je suis sérieux. Tu m'as sauvé la vie avec ton aide sur l'affaire McCarthy. Je te fais confiance. Je respecte ton travail et je pense qu'on ferait une sacrée équipe. Alors je suis partant. Curtis a tendu la main et ils ont conclu l'affaire. Roman & Curtis Security Solutions, ça sonne bien. Atkinson Frank a corrigé Roman avec un petit sourire. Je suis toujours en tête d'affiche. C'est juste. Tu as failli mourir. Eugène s'est éclairci la gorge. En parlant de nouvelles entreprises, j'ai pensé à faire du conseil, enseigner des techniques d'enquête privée, la sensibilisation à la sécurité, ce genre de choses. La retraite, c'est ennuyeux. Tu es embauché, a dit Roman immédiatement. Nous aurons besoin de quelqu'un pour former de nouveaux enquêteurs de toute façon. Pour la première fois depuis des semaines, Roman a ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Son mariage était terminé. Sa confiance brisée, mais il était en vie. Il avait des amis. Il avait un but. Et il avait la satisfaction de savoir que Jonathan McCarthy passerait le reste de sa vie en prison à payer pour ses crimes. Ce n'était pas la vie qu'il avait prévue, mais c'était une vie qu'il pouvait construire. 2 mois plus tard, Roman était assis dans la salle d'audience alors que le procès de McCarthy commençait. L'accusation avait méticuleusement bâti son dossier, utilisant chaque élément de preuve que Roman avait rassemblé, chaque enregistrement, chaque document. Jonathan McCarthy paraissait diminuer dans sa combinaison de prisonnier, l'arrogance dépouillée pour révéler le petit homme désespéré en dessous. Ses avocats hors de prix ont fait de leur mieux, mais les preuves étaient accablantes. Le témoignage a commencé avec le détective Patton, guidant le jury à travers l'enquête. Puis Marco Derty, décrivant comment McCarthy l'avait engagé pour saboter la conduite de gaz de Roman, lui avait payé $10 000 pour commettre un meurtre. Est-ce que M. McCarthy a expliqué pourquoi il voulait la mort de Roman Atkinson, a demandé le procureur. Il a dit que la femme du gars avait de l'argent, un fonds en fiducie ou quelque chose comme ça. Il a dit que si le mari mourait, elle hériterait de tout et qu'ils pourraient être ensemble. La voix de Marco était plate, sans émotion. Je lui ai dit que c'était une mauvaise idée. Trop de façons que ça pouvait mal tourner. Mais il a insisté. Il a dit qu'il devait de l'argent à des gens dangereux et qu'il en avait besoin. La salle d'audience a murmuré. Les jurés prenaient des notes. Les avocats de McCarthy s'opposaient à tout et n'obtenaient rien. Puis est venu Nathaniel Roy. Le chef du crime semblait plus vieux en détention, le pouvoir dépouillé pour révéler un prédateur calculateur. Mais son témoignage était dévastateur, décrivant comment McCarthy l'avait approché pour un financement, comment la relation s'était détériorée, comment McCarthy avait avoué le complot de meurtre au Velvet Room. Dans mon métier, nous avons des règles, a dit Roy, sa voix portant le poids de la violence. On n'attire pas les ennuis. On n'attire pas l'attention. On ne prend pas de décisions stupides qui mettent en danger l'organisation. McCarthy a enfreint toutes ces règles. Alors, qu'aviez-vous prévu de faire à ce sujet, a demandé le procureur. Le sourire de Roy était froid. J'allais le laisser tomber. Le laisser couler tout seul. Mais M. Atkinson a fourni à la police toutes ces preuves et les problèmes de McCarthy sont devenus publics. On ne peut pas ignorer ça. Le 3e jour, c'était au tour de Roman. Il s'est dirigé vers la barre des témoins, parfaitement conscient des yeux de McCarthy sur lui, l'homme qui a essayé de le tuer pour de l'argent, assis à 6 mètres de distance. Le procureur l'a guidé à travers son témoignage, la découverte de la liaison, l'avertissement d'Eugène, la fuite de gaz, l'enquête qui a suivi. Roman a gardé une voix stable, ses réponses précises, donnant au jury des faits sans émotion. Mais lorsque l'avocat de la défense s'est levé pour le contre-interrogatoire, Roman a senti sa mâchoire se crisper. Monsieur Atkinson, n'est-il pas vrai que vous vous êtes livré à une surveillance illégale de mon client, a demandé l'avocat, son ton accusateur. J'ai surveillé la localisation et les communications de ma femme, ce qui est légal pour un conjoint de fer. Vous avez piraté les emails de Monsieur McCarthy. J'ai accédé à des informations publiquement disponibles et utilisé des outils légaux pour recueillir des preuves d'un crime commis contre moi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour sauver ma vie.
L'avocat n'a pas été découragé. Vous avez mis en place une opération de piège élaborée sans l'implication de la police. Vous avez contraint des témoins, manipulé des preuves. Objection, a interrompu le procureur. Le conseil témoigne, il ne questionne pas, maintenu. Allez au fait, maître. L'avocat de la défense a essayé un autre angle. Monsieur Atkinson, vous avez une formation en renseignement militaire, n'est-ce pas? Vous savez comment manipuler les gens, créer de faux scénarios, extraire des aveux. Je sais comment reconnaître les menaces et y répondre de manière appropriée. Avez-vous manipulé la situation au Velvet Room pour faire dire à mon client des choses qu'il ne voulait pas dire? Roman a croisé le regard de l'avocat, calmement. Votre client a avoué une tentative de meurtre. Il a décrit avoir engagé Marco Derti pour saboter ma conduite de gaz. Il l'a fait volontairement, croyant s'en être tiré. La seule chose que j'ai manipulée, c'est de lui donner assez de cordes pour se pendre. Pas d'autres questions, a dit l'avocat, s'asseyant avec une frustration visible. Roman a quitté la barre, se sentant épuisé mais satisfait. Il avait dit sa vérité, et le jury avait écouté. Ce soir-là, alors qu'il se dirigeait vers sa voiture sur le parking du palais de justice, une femme l'a approché. Monsieur Atkinson, je suis Catherine Wiggins. Nous nous sommes parlé au téléphone. Roman a immédiatement reconnu la première femme de McCarthy, la peur toujours présente dans ses yeux, mais aussi une détermination féroce. Madame Wiggins, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je suis venu en avion pour témoigner demain sur Jonathan, sur ce qu'il m'a fait. Catherine s'est serrée dans ses bras malgré la soirée chaude. J'ai eu peur de lui pendant des années. Mais vous voir le faire tomber, le voir dans cette salle d'audience, impuissant. J'ai réalisé que je pouvais être courageuse aussi. Ce que vous faites demande un vrai courage. Tout comme survivre à ce que vous avez survécu. Catherine l'a regardé avec compréhension. Il détruit les gens. C'est ce qu'il fait. Mais vous ne l'avez pas laissé vous détruire. C'est inspirant. Roman ne se sentait pas inspirant. Il se sentait en colère, blessé et trahi, mais il a réussi à hocher la tête. Votre témoignage aidera à le mettre en prison pour de bon, a-t-il dit. C'est important. Je l'espère. J'espère qu'il n'aura jamais la chance de faire du mal à quelqu'un d'autre. Catherine a sorti une carte de visite. Si jamais vous avez besoin de parler, quelqu'un qui comprend ce que c'est que d'échapper à l'orbite de Jonathan McCarthy, appelez-moi. Parfois, ça aide de parler à quelqu'un qui est passé par là. Roman a pris la carte, étrangement touché. Merci, et bonne chance pour demain. Il l'a regardé s'éloigner, cette femme qui avait survécu aux abus de McCarthy et était revenue pour témoigner contre lui, et a ressenti une étrange parenté. Ils étaient tous les deux des survivants, tous les deux en train de reconstruire leur vie sur les cendres de la destruction de McCarthy. Le lendemain, le témoignage de Catherine a été dévastateur. Elle a décrit des années d'abus psychologiques, de manipulation financière, de menaces contre sa famille. Le jury a écouté avec une colère visible, et Roman a vu McCarthy se ratatiner davantage sur son siège. Lorsque l'accusation a terminé, les avocats de McCarthy ont fait de leur mieux avec des témoins de moralité et des objections techniques, mais rien ne pouvait surmonter la montagne de preuves, les enregistrements, les témoignages, le schéma de comportement documenté. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Roman était dans son bureau lorsque le verdict est tombé, mais Curtis a appelé immédiatement. On a gagné, mon frère. La perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. McCarthy part pour toujours. Roman s'est adossé à sa chaise, sentant le poids des derniers mois se lever enfin. Bien. Il y a plus. Le juge a fait une déclaration sur les prédateurs qui se cachent derrière la richesse et le charme, a dit que McCarthy représentait tout ce qui n'allait pas avec un système qui protège les puissants. C'était brutal. Et Christie? Elle se bat toujours pour le fond en fiducie, mais ses avocats lui conseillent de régler à l'amiable. Entre la liaison, l'association avec McCarthy et les pénalités civiles, elle risque de perdre environ 80% de son héritage. Roman aurait dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, il se sentait surtout triste pour le mariage qui avait échoué, pour la personne que Christie était devenue, pour tout ce gâchis. Ça va? A demandé Curtis, lisant son silence. Ouais, juste. C'est fini. Vraiment fini. Et je ne sais pas encore ce que ça fait.
Ça ressemble à la liberté, à terme. Fais-moi confiance. Curtis a fait une pause. Écoute, Wa et moi on t'emmène sortir ce soir. Une vraie célébration. Pas de discussion. Curtis. Pas de discussion. Tu l'as mérité, Roman. Laisse-toi le ressentir. Roman a souri malgré lui. D'accord, mais pas dans un endroit chic. J'en ai assez de la haute société pour toute une vie. Marché conclu. Eugène vient aussi. On passe te prendre à 19h. Après l'appel, Roman s'est assis dans son bureau, regardant l'entreprise qu'il avait bâtie, la vie qu'il reconstruisait. McCarthy était derrière les barreaux. Christie ferait face à ses propres conséquences. La justice, imparfaite mais réelle, avait été rendue. Pour la première fois depuis qu'il avait trouvé ce mot sous sa porte, Roman avait l'impression de pouvoir respirer. 6 mois après la condamnation de McCarthy, Roman se tenait dans son nouveau bureau, le siège agrandi d'Atkinson Frank Security Solutions. L'espace était moderne, professionnel et bourdonnant d'activités alors que des enquêteurs, des consultants en sécurité et du personnel de soutien travaillaient sur des cas allant de l'espionnage d'entreprise à la protection personnelle. Curtis est entré avec du café et un sourire satisfait. Le développement de Riverside vient d'être vendu. La ville l'a condamné, a démoli la construction de qualité inférieure de McCarthy et a approuvé un nouveau projet, des logements abordables avec une surveillance appropriée. Le cabinet d'Angela s'occupe de l'immobilier. Justice poétique, a médité Roman, acceptant le café. L'empire déchu de McCarthy devient quelque chose qui aide réellement les gens. En parlant de ça, la classe d'Eugène est complète. Nous avons 20 étudiants inscrits à son programme de certification d'enquêteur privé. Le gars est un enseignant né. Roman a ressenti une fierté sincère. Ils avaient construit quelque chose de bien sur les décombres. Une entreprise qui aidait les gens, qui fonctionnait avec intégrité, qui faisait une différence. Son téléphone a vibré avec un texto du détective Patton. Je pensais que tu voudrais savoir. Roy a pris 25 ans. Derty en a pris 12. Toutes les personnes impliquées dans ton affaire sont derrière les barreaux. Dors bien, Atkinson. Roman a montré le message à Curtis. C'est vraiment fini. Qu'est-ce que ça fait? J'ai l'impression de pouvoir enfin commencer le prochain chapitre. Ce soir-là, Roman s'est rendu au restaurant italien où son mariage avait effectivement pris fin. Mais cette fois, il rencontrait quelqu'un de nouveau. Catherine Wiggins l'avait contacté quelques semaines plus tôt, suggérant un dîner lorsqu'elle serait en ville pour affaires. Il est arrivé en avance, vieilles habitudes de ses jours de renseignement, le faisant inspecter l'endroit, noter les sorties, évaluer la foule. Mais quand Catherine est entrée, il s'est détendu. Elle avait l'air différente de la femme effrayée sur le parking du palais de justice, confiante maintenant, sa peur remplacée par une force durement acquise. Roman, l'a-t-elle salué avec un sourire sincère. Merci de me rencontrer. Merci de l'avoir suggéré. Comment allez-vous? Ils se sont installés dans une conversation facile. Deux personnes qui avaient survécu au même prédateur, comparant leurs notes sur la reconstruction de leur vie. Catherine avait créé une organisation à but non lucratif pour aider les survivants de violences domestiques à naviguer dans le système juridique. Roman lui a parlé de l'expansion de son entreprise, de la satisfaction de faire un travail qui comptait. J'ai vu aux nouvelles que les appels de McCarthy ont été rejetés, a dit Catherine. Il va vraiment passer le reste de sa vie en prison. Bien. Est-ce que ça vous apporte une forme de conclusion? Roman a réfléchi à la question. Pas une conclusion, exactement, mais la justice. Et c'est suffisant. Catherine a hoché la tête, comprenant. J'ai appris que la conclusion est surfaite. Aller de l'avant est ce qui compte. Ils ont parlé pendant des heures de guérison, de croissance, des manières inattendues dont un traumatisme pouvait remodeler une vie en quelque chose de différent mais potentiellement plus fort. Roman s'est surpris à rire sincèrement pour la première fois depuis des mois, appréciant la connexion avec quelqu'un qui comprenait. Je devrais probablement vous le dire, a dit Catherine alors qu'ils partageaient un dessert. Je ne cherche pas de relation. Je suis encore en train de découvrir qui je suis en dehors de la peur et de la survie. Je comprends ça. Croyez-moi. Roman a souri. Mais j'aimerais rester en contact, en tant qu'ami. Si ça vous va. J'aimerais beaucoup ça aussi. Ils se sont quittés avec la promesse de continuer à parler,
de se soutenir mutuellement dans leur guérison continue, de construire quelque chose de positif sur les cendres de la destruction de McCarthy. Roman est rentré chez lui, non pas dans l'ancienne maison, qu'il avait vendue il y a un mois, mais dans un nouvel appartement en centre-ville. Plus petit, moderne, sans souvenir de Christy ni de rêve brisé, juste de l'espace pour construire quelque chose de nouveau. Eugène attendait dans le hall, une bouteille de bourbon à la main. « Je pensais que tu voudrais de la compagnie pour l'acte officiel final. » « Quel acte final ?» Eugène a sorti des papiers. « Ton divorce. C'est finalisé. Christy a signé hier. » Roman a pris les documents, voyant son mariage réduit à une terminologie juridique et à des divisions d'actifs. Christy avait accepté une fraction de ce qu'elle espérait, les pénalités du fonds en fiducie et les frais juridiques rongeant son héritage. Roman n'avait pris que ce qui était à lui, refusant de profiter de sa chute. « Comment te sens-tu » a demandé Eugène alors qu'il montait dans l'ascenseur jusqu'à l'étage de Roman. « Libre » a dit Roman, et il a réalisé que c'était vrai. En colère encore, parfois blessé, mais surtout juste libre. Ils se sont installés dans le nouveau salon de Roman. L'espace était sobre, mais confortable. Une toile vierge pour tout ce qui allait suivre. Au nouveau départ, a levé son verre Eugène. À la survie, a répondu Roman. Et aux gens qui nous aident à survivre. Ils ont bu. Et Roman a regardé autour de sa nouvelle maison, sa nouvelle vie. L'avenir s'étendant avec des possibilités qu'il n'avait pas imaginées. Son téléphone a de nouveau vibré. Angela Barra envoyant des photos du nouveau projet de logements abordables qui démarrait là où se trouvait le développement de Riverside de McCarthy. Curtis envoyant un texto sur 3 nouveaux contrats. Ou partageant des nouvelles sur une innovation en matière de sécurité qu'il pourrait mettre en œuvre. Et un message de Catherine. Merci pour ce soir. C'est bon de savoir que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Tu ne le es pas, a répondu Roman. Aucun de nous ne l'est. Il se tenait à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville, pensant au voyage depuis ce moment terrifiant où Eugène l'avait averti de fuir jusqu'à cette soirée calme de paix durement acquise. McCarthy était en prison. Christy faisait face aux conséquences de ses choix. Les gens qui avaient essayé de détruire Roman étaient détruits à leur tour. Mais plus que la vengeance ou la justice, Roman avait trouvé quelque chose d'inattendu. La résilience. La communauté. La connaissance qu'il pouvait être brisé et quand même se reconstruire, être trahi et quand même faire confiance, faire face à la mort et quand même choisir de vivre pleinement. L'ancien Roman, celui qui avait été marié à Christy, qui faisait confiance trop facilement, qui avait manqué les signes avant-coureurs, cette personne avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur mais aussi de plus fort, quelqu'un qui connaissait le coup de la naïveté mais n'avait pas laissé le cynisme gagner. « Quelle est la suite pour toi » a demandé Eugène, remplissant leur verre. Roman a réfléchi à la question. Continuer à développer l'entreprise, continuer à aider les gens qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin d'enquête, qui ont besoin de quelqu'un prêt à se battre pour eux. Il a souri. Peut-être prendre des vacances. J'ai entendu dire qu'il y a des endroits dans le monde où les gens n'essaient pas de vous tuer. Surfait, a dit Eugène, impassible. Et ils ont tous les deux ri. Mais sérieusement, a continué Roman, je vais vivre. Vraiment vivre, pas juste survivre. McCarthy a essayé de me prendre ça, et je ne vais pas lui donner ce pouvoir. Chaque jour où je me réveille, chaque succès que j'ai, chaque personne que j'aide, c'est ma vengeance. Être heureux malgré lui, prospérer parce que je suis plus fort que ses pires intentions. Eugène a levé son verre à nouveau. Je bois à ça. Alors que la nuit avançait et qu'Eugène rentrait chez lui, Roman se tenait sur son balcon, respirant l'air frais, sentant le poids des derniers mois s'installer dans la mémoire plutôt que dans la douleur immédiate. Il a pensé au garçon qui s'était engagé dans l'armée pour servir quelque chose de plus grand que lui, à l'officier de renseignement qui avait appris à lire les menaces et à y répondre, à l'homme d'affaires qui avait bâti son succès sur ses compétences et sa détermination, et au survivant qui avait fait face à la trahison et à la mort et en était sorti de l'autre côté. Toutes ces versions de lui-même avaient mené à ce moment. Debout dans une nouvelle maison, entouré de bonnes personnes, construisant une vie définie non pas par ce qui lui avait été enlevé, mais par ce qu'il avait choisi de créer. Son téléphone a vibré une dernière fois. Un rappel pour la réunion de demain avec un client potentiel, une femme dont l'ex-mari violent la harcelait, qui avait besoin de quelqu'un qui comprenait les prédateurs et comment les arrêter. Roman a accepté le rendez-vous, sachant que son expérience, toute son expérience,
même les parties douloureuses, le rendaient particulièrement qualifié pour aider. L'avertissement du voisin lui avait sauvé la vie. Mais ce que Roman a fait de cette vie après, c'était entièrement de son fait. Il s'est couché cette nuit-là sans cauchemar pour la première fois depuis des mois, en sécurité dans sa nouvelle maison, son nouveau départ, sa liberté durement acquise. Et quand le matin est venu, Roman Atkinson s'est réveillé prêt à affronter tout ce qui allait suivre. Pas en tant que victime, pas en tant que cible, mais en tant que survivant qui avait transformé sa plus grande épreuve en sa plus grande force. Fin. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne.